Aujourd'hui, président de Solutions Consortec Incorporée, M. Pelletier collabore avec une équipe chevronnée d'experts conseils et de programmeurs analystes qui aident ses partenaires clients à tirer profit de leurs données en créant des ponts entre les différents systèmes. M. Pelletier. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation. Je suis content d'être là aujourd'hui pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais parler des flux web, services web et toujours le web. C'est basé sur des expériences qu'on a vécues dans les, je dirais dans les 18 à 12 derniers mois. Donc, les informations que vous allez voir, c'est basé sur des projets sur lesquels mon équipe a travaillé. Donc, avant d'aller plus loin, vu qu'on est en vitrine technologique, oui, je vais parler de technologie. Par contre, je pense que pour nous autres aussi, en tant que fournisseurs de produits et de services, c'est un bon moment pour faire le point, puis peut-être revenir mettre à jour notre carte de visite en même temps. Donc, Consortec, on est surtout connu, et on était connu par le passé pour être ce qu'on appelle un Value Added Reseller. On est dans les derniers, je dirais 24 à 18 mois, on a fait un virage important vers les services conseils. Donc, tel que dit dans ma présentation, notre promesse, c'est qu'on veut s'assurer que nos partenaires vont être en mesure de tirer profit de leurs données en créant des ponts entre les systèmes. Donc, et pour arriver à faire ça, évidemment, on fait ça dans différents domaines, au niveau de la géomatique ETL, au niveau de l'ingénierie, construction et de l'architecture aussi. Donc, par rapport à nos activités principales, le ETL qui va être évidemment, je dirais, la base de ma présentation. ETL, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est Extract, Transform and Load. Donc, c'est vraiment tous les outils. Évidemment, nous, l'outil qu'on revend, c'est FME de Safe Software, qui est disponible en différentes versions ou différentes saveurs. Par contre, il y a d'autres outils de type ETL. Il va y en avoir au niveau du open source. Il va y en avoir aussi d'autres produits commerciaux qui font du ETL. Mais pour ce qui est du ETL de type spatial, évidemment, bon, Safe Software et avec leur produit FME est un joueur dominant à ce niveau-là. Donc, c'est une application évidemment qui nous permet de créer des ponts entre les systèmes, puis d'assurer des flux de données optimaux. On fait aussi du BIM, Building Information Modeling. Donc, ça, c'est vraiment pour gérer les informations du bâtiment de manière centralisée tout au long du projet. Je dirais que le lien avec la géomatique aussi, ou plus avec les bases de données, c'est qu'on amène justement le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction à travailler de façon plus intégrée. Nos partenariats stratégiques, bon, j'en ai parlé, Safe Software, Autodesk et Codebook, qui est un outil de gestion des programmes fonctionnels et techniques. Ce qui fait, donc, principalement aujourd'hui, je vais parler évidemment du produit FME et des exemples de projets sur lesquels on a travaillé avec cette application-là. Évidemment, c'est grâce à notre partenariat distinctif qu'on a avec la compagnie Safe Software. Donc, on est fiers d'être le seul partenaire platine en Amérique du Nord et on est en affaires avec Safe depuis plus de 17 ans. Évidemment, tout ça ne se fait pas sans une équipe. Donc, on a une équipe d'experts conseils qui travaillent sur FME. Donc, ça peut paraître un peu... c'était mentionné dans la CETAT précédente, mais mine de rien, quand je me promène dans le bureau, 60% de nos employés chez nous travaillent avec FME. Donc, je devrais avoir FME d'ouvert habituellement sur les postes de l'ensemble de ces gens-là. Sauf Jerry dans le coin en bas, lui, qui est au ventre, on ne veut pas qu'il touche à FME. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet de la présentation sur les flux web, services web. Donc, les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est d'apprendre différentes façons de consommer les flux web et les sources de données sur le web, plus quelques astuces et conseils. Plus en détail, l'agenda. Donc, il va y avoir par rapport au contexte, on va parler surtout de l'évolution de l'extraction de données. Au niveau des types de flux de données, on va parler évidemment des différents formats, les différentes plateformes, les fréquences de mise à jour. On va parler des défis, donc les défis qu'on a rencontrés, quelles sont les questions que vous devriez vous poser pour adresser les défis potentiels. L'implantation en mode serveur, donc je vous disais tantôt que bon, FME à la base c'est une application desktop, donc pour développer des flux de données, pour être capable de traiter de la donnée géospatiale et non géospatiale.
mais il y a aussi une version serveur, et là on tombe beaucoup plus dans l'automatisation. Donc il y a certains points à considérer, donc je vais couvrir ça aussi. Les leçons qu'on a apprises par rapport aux différents projets qu'on a fait, et pour la suite, donc quelles sont les nouveautés dans la nouvelle version de FME qui vient tout juste de sortir, qui va nous aider à améliorer les processus lorsqu'on va travailler en mode avec les services web. Au niveau du contexte, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a encore beaucoup de données qui sont produites, transmises et validées manuellement. Donc, ce qu'on veut dire par là, ben, évidemment, alors, on a bonne des méthodes, là, mais ça reste qu'on envoie encore beaucoup de données par courriel. Donc, les gens vont nous demander de la donner dans un format spécifique. Il y a encore absolument une grosse pression sur les gens qui produisent la donnée de la produire dans les formats voulus par... Et il faut penser à la personne qui va accéder à cette donnée-là. Donc, des fois, ils reçoivent, ils ne sont pas toujours contents de ce qu'ils reçoivent non plus. Puis, dans notre équipe d'experts conseils, il y a Patrick qui s'est joint à nous il n'y a pas trop longtemps. Puis, qui travaillait avant pour la compagnie qui fournissait toutes les données GPS pour les fonds de cartes pour les constructeurs automobiles. Donc, il me mentionnait que en 2014, quand il travaillait encore pour eux autres, c'était encore la bonne vieille méthode de transmettre de la donnée, les mises à jour, etc. Donc, c'est pas très automatisé. On va rencontrer aussi dans un autre contexte des données qui vont être rendues disponibles sur un serveur, mais qui vont devoir être validées de façon manuelle. Donc, là, ici, on a un contexte où est-ce que ça va être plus que je rends la donnée disponible et je demande aux gens de venir la chercher et de l'utiliser telle quelle. Un autre contexte qu'on a, c'est de la cueillette et validation de données simultanées. Donc là, on parle beaucoup plus, évidemment, que je rends disponible la donnée et c'est à la personne qui veut la consommer de développer un processus pour aller la chercher et finalement pour aller la chercher au moment opportun et dans le format qui lui convient. Donc évidemment, il y a absolument différents, ce qu'on appelle en anglais des triggers qui vont déclencher l'accès à ces données-là. Les types de flux de données et services web, ici, je ne pense pas avoir une liste exhaustive. Par contre, c'est beaucoup plus que ce qu'on a rencontré, nous, dans les différents projets qu'on a faits. Donc, on a travaillé avec de la donnée en format XML. Souvent, ça va être des fichiers compressés, des zip files qui vont contenir des shapefiles, des Excel, des CSV, et des données, encore beaucoup de données disponibles là, sur des sites FTP qu'on peut aller extraire. On va parler des fréquences de mise à jour. Ça va être des questions à se poser ou des choses à prendre en considération. Souvent, quand on a le concept du service web en tête, c'est de la donnée qui est finalement diffusée en temps réel. On pense qu'il y a toujours de la donnée, mais un service web, ça ne veut pas dire que la donnée va toujours être disponible en temps réel. Des fois, ça va être la donnée qui, oui, va être disponible via un service web, mais elle a peut-être été mise à jour il y a un mois. Elle est peut-être mise à jour au mois, aux semaines. L'autre point qu'on a, quelque chose qu'on a observé, c'est que des fois, ça va être un nouveau fichier qui va être rendu disponible via le service web, mais d'autres fois, ça va être le contenu du fichier qui va être changé. Donc là, il y a un paquet de petites particularités qu'il va falloir prendre en considération. Donc ça, pour nous, ça a été une différence importante. Là. Est-ce que c'est le fichier qui est complètement changé ou est-ce que c'est simplement son contenu? Donc là, les recherches qu'on va devoir faire pour savoir si la donnée a été mise à jour ou pas, on va devoir creuser un peu plus profond pour aller chercher cette information-là. Quand on a commencé nos premiers projets, on voulait extraire des données à partir de services web, je pense qu'on avait une vision un peu simpliste de comment que ça allait se passer. Donc ça, finalement, c'est comme le premier graphique qui s'est fait, c'est la première idée qui s'est implantée dans notre tête. On dit, les données de services web, c'est des données comme d'autres données, c'est juste qu'ils sont rendus disponibles via un service web. Donc, au lieu d'aller chercher les données sur un répertoire sur mon ordinateur ou sur le serveur, je vais simplement les chercher via un lien HTTP, FTP ou quoi que ce soit. Je vais faire comme un bon vieux processus d'extract, transform and load standard. C'est que je vais aller chercher les données, je vais les restructurer, je vais les travailler pour les rendre compatibles avec mon format de destination. Mais vous allez voir dans la suite de la présentation que finalement, la vie n'est pas si rose et si simple que ça. Donc,
les premières questions que vous allez devoir vous poser, c'est quel est le niveau de robustesse à atteindre. Puis, le niveau de robustesse va souvent être lié à qui va faire la maintenance, puis qui va accéder à ces données-là. Okay? On s'entend que la plupart d'entre vous ici, si vous accédez à la donnée qui provient d'un service web, puis vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec la donnée, ben vous allez soit avoir une équipe ou vous-même vous allez creuser, parce qu'on aime ça des fois, nous autres, les choses complexes en géomatique, on va creuser, on aime ça régler des problèmes, relever des défis. Par contre, si c'est monsieur et madame tout le monde, ou peut-être une personne avec moins de connaissances techniques à l'intérieur de l'organisation, ben il va peut-être falloir mettre évidemment plus de robustesse dans notre traitement pour s'assurer qu'on répond bien aux demandes. Et à l'objectif d'aller chercher et de travailler avec ces données-là. L'autre question qu'il faut se poser, c'est à partir de quelle source? Comment qu'on va, à partir de quelle source qu'on va chercher nos données? Donc, et ça va venir évidemment nous aider à répondre à des questions. Est-ce que j'ai besoin d'un nom d'usager, d'un mot de passe? Est-ce qu'il y a des proxys? Donc, est-ce qu'il y a des configurations serveurs spécifiques? Où est-ce que je vais lancer la procédure? Est-ce que la procédure est lancée près de mes données ou plus loin? Donc là, il y a toute une question peut-être de latence d'accès à ces données-là. Donc, entre le moment où les données partent du serveur et se retrouvent dans mon processus, il y a des choses à prendre en considération ici aussi, là. Donc, des fois, on va se retrouver avec des time-out, des fois, donc des coupures sur la transmission de données. L'autre question qu'on doit poser, c'est est-ce que j'extrais les données les plus récentes? Ça va faire partie des défis que je vais vous présenter un petit peu plus loin, mais ça peut paraître niaiseux, mais c'est quelque chose qui est bien important. Encore une fois, on va souvent penser que parce qu'on accède à des données via un service web, que c'est toujours la donnée qui est la plus à jour, mais encore là, dans les expériences qu'on a vécues, ben les gens qui fournissent des services web, des fois, ben c'est pas du monde qui ramasse toujours leur restant. Hein? Donc, des fois, ça se peut que sur le serveur ou quand on va chercher de la donnée via ces services web-là, ça se peut qu'on ne soit pas en train de traiter la donnée qui est la plus à jour. Ce qu'on va essayer de faire, c'est des validations pré-extraction. Donc, ce qu'on entend par validation pré-extraction, c'est que, donc, des fois, nos services web vont contenir un gros nombre de jeux de données. Donc, on doit valider justement qu'on est en train de télécharger le jeu de données le plus à jour. Donc, souvent, c'est une des premières validations qu'on va faire, ça va être celle-là. On valide cette information-là. Par la suite, évidemment, on va essayer de s'assurer qu'on ne va pas chercher de la donnée qui est pas bonne ou qui va créer de la confusion dans la donnée existante. Puis, aussi, c'est qu'on va s'assurer, évidemment, d'aller chercher la donnée, soit selon une cédule en particulier. Donc, on va aller chercher de l'information sur est-ce que c'est de la donnée qui est à jour? Deuxièmement, est-ce que j'ai un mécanisme pour savoir à quelle fréquence cette donnée-là elle est mise à jour? Donc, c'est quoi ma cédule de validation? Puis deuxièmement, ben, je veux m'assurer que je ne vais pas télécharger de la donnée qui va venir corrompre mes données actuelles. Il y a toute une question aussi de gestion et ça encore là, on l'a rencontré. Souvent, les données disponibles via des services web vont être des données qui vont être compressées. Donc, souvent, ce qu'on va télécharger ou qu'est-ce qu'on va aller chercher, ça va être des fichiers compressés. Ces fichiers compressés-là ont souvent la mauvaise habitude de porter les mêmes noms, d'avoir les mêmes identifiants. Donc, c'est bien important souvent de les décompresser, garder un archive pour être capable de savoir ce fichier-là contenait quoi. Donc, il y a tous des mécanismes lors de nos projets qu'on a mis en place aussi pour être capable de s'assurer qu'on n'était pas en train d'aller accéder à de la donnée qu'on avait déjà accédé ou qu'on n'était pas en train de télécharger ou qu'on n'était pas en train d'omettre de télécharger un fichier parce qu'on le comparait par rapport à son nom d'origine. L'autre chose qui va être important, c'est qu'une fois qu'on a fait notre pré-validation,
Ça va être après ça, est-ce que j'utilise les bons outils? Donc, à l'intérieur de FME, on les voit pas tous, là, mais il y a quand même certains outils qui sont, je dirais, le top 4 ou le top 5 des outils qu'on va utiliser le plus souvent pour extraire des données à partir de services web. On va parler du HTTP Caller, FTP Caller, il y a le JSON Templater, donc il y a différentes options. Puis, encore une fois, c'est un qui est souvent utilisé, le fameux Feature Merger pour être capable de valider deux jeux de données ensemble. Donc, c'est un outil qui va souvent être utilisé pour ça. Puis, quand on va venir automatiser nos processus aussi, il y a un outil qui s'appelle le Workspace Runner, finalement, qui nous permet de lancer des Workspace FME à l'intérieur d'un autre traitement. Donc, ça peut être utilisé pour tout ce qui est finalement d'être capable de faire la cédule de nos travaux. L'autre point qui va être important aussi, c'est est-ce que je dois valider la donnée? Vous seriez surpris de voir que, bon, même si les gens nous disent qu'ils vont nous fournir des polygones dans leur service web, ça se peut des fois qu'ils nous fournissent de la donnée qui n'est pas exactement ce à quoi qu'on s'attendait d'avoir. Donc, toutes ces validations-là sont faites dans un but d'éviter de lancer un traitement pour rien, puis que ce traitement-là donne de la donnée qui ne sera pas, ou crée une problématique lors du traitement. Donc, on a mis en place, puis on a découvert que toutes ces pré-validations-là, qu'on peut faire avec FME, donc avant même de traiter de la donnée, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste, un peu comme, on va investiguer cette donnée-là au préalable avec certains traitements, puis souvent la sortie de ce traitement-là, c'est juste un go-no-go dans notre processus. Est-ce que je vais plus loin dans mon processus d'extraction de données? Évidemment, là, je vous l'explique de façon, évidemment, de façon linéaire, mais tout ça se fait en dedans de quelques secondes. Ce n'est pas des traitements qui sont longs. L'autre question qu'il faut se poser, qu'on ne se pose pas souvent, qu'est-ce qui se passe si ça plante? Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas? Donc, ça va être soit de mettre en place des mécanismes de retour aux données initiales, informer via email ou, exemple, Twitter. Moi, honnêtement, quand Safe Software nous sont arrivés il y a peut-être 4-5 ans, en mettant un transformer qui permettait d'envoyer des tweets, là, je dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Mais finalement, tout ça pour s'apercevoir que même nous, à l'interne, j'ouvre une petite parenthèse ici, on est en train de développer une application de traitement, de gestion des données du cadastre. Puis, on traite quelque chose comme 16 000 enregistrements, soit des nouveaux mandats ou des mises à jour. Ben, le développeur au bureau, il a mis en place un compte Twitter que je peux aller voir, puis je peux savoir exactement. Puis lui aussi, il peut savoir quand ça plante, ben, ça y envoie un alerte. Fait qu'il n'est pas toujours en train de. Fait que, qu'il soit chez eux, qu'il soit. Puis moi aussi, je peux le monitorer via un compte Twitter. Donc, c'est pas mal intéressant ce qu'on peut faire avec ça. On peut envoyer des courriels aussi. Ou on peut évidemment faire des corrections manuelles, ce qui n'est pas l'idéal, mais c'est important de penser à qu'est-ce qui va se passer si ça plante. Donc, je vais y aller avec les défis techniques. Un défi ou un exemple de ce qu'on a fait comme traitement de validation pré-extraction, c'était de s'assurer que, l'exemple, le XML qui était disponible sur le serveur de du client avec lequel on travaillait, qu'il était plus à jour que celui qu'on avait présentement sur notre poste ou sur le serveur. Donc, c'est deux traitements en parallèle qui sont quand même assez simples. Donc, on va lire le format XML. Donc, c'est un feature reader qui est utilisé, vous voyez au point 1. On va extraire la nouvelle métadonnée. Puis, on va trouver le XML le plus à jour qui est sur notre poste. Puis, on va comparer les données avec le feature merger. Donc, ça, c'est un pré-traitement qu'on va faire pour savoir est-ce qu'on passe à la prochaine étape ou pas. Ça, ici, c'est basé sur un exemple réel, concret. On a travaillé avec un client américain qui, lui, fournit des données aux compagnies d'assurance. Puis, c'est des données de météo qui sont prises en charge, toutes les données sur les ouragans. Donc, évidemment, eux autres, c'est dans le but d'être prédictif, envoyer des équipes sur le terrain avant les ouragans. Il y a sûrement un autre paquet de considérations financières en arrière-plan qu'ils ne nous ont pas dit non plus. Mais ce qu'on les aide, nous, à faire, évidemment, c'est de
gérer ces données-là, parce que finalement, les autres, ils veulent simplement accéder à ces données-là dans leurs environnements qu'ils utilisent. Donc, c'est des utilisateurs de Esri ArcGIS, mais les données proviennent de différentes sources, donc on les aide à extraire ces données-là. Je suis en la parenthèse là-dessus. Donc, c'est un cas typique dans lequel on a utilisé cette prévalidation-là. L'autre prévalidation, on utilise un concept qui nous permet de comparer des signatures. Là, je me suis dit, ben là, on est en informatique ou il y a quelqu'un qui signe les données ou quoi que ce soit? Mais non, finalement, les signatures, c'est une façon qui va nous permettre d'éviter aussi des fois de télécharger des fichiers qui sont incomplets. Donc, ce qu'on a appris, encore une fois, à l'intérieur de ce projet-là, c'est que certaines fois, quand on est en train d'aller, excusez-moi l'expression anglaise, là, mais pigner le serveur pour aller chercher de la donnée, ben c'est de la donnée qui n'est pas complète. Parce que le fournisseur est en train de téléverser cette donnée-là à l'intérieur du service web. Ben, la première chose qu'il va téléverser sur son serveur, c'est une signature. Et cette signature-là, elle est unique pour le fichier qui est en train d'être téléversé. Donc, on a développé un outil de validation de signature. Donc, on utilise un script qui est un algorithme là, qui est nommé ici, là, qui est le SHA-256, qui est l'algorithme qui est utilisé par le provider, donc par le fournisseur de données. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on valide le fichier qu'on a sur notre poste présentement. Est-ce que la signature de ce fichier-là concorde avec la signature du fichier qui est en train d'être téléversé sur le serveur. Donc là, c'est une autre méthode de prévalidation. Ce qui nous a amené aussi, justement, donc, comme vous voyez, là, le point 1 tombe avant le point 5. Donc, c'est l'extraction de données. On fait une production de la signature des nouvelles données. On compare les signatures. Si pas de comparable, on revient en arrière. On fait un nouvel essai du téléchargement. Et c'est là qu'on a utilisé un outil qui est un decelerator. Donc, absolument, dans la vie, on veut toujours tout aille plus vite. Mais là, dans ce cas-là, on veut peut-être que ça aille moins vite. Donc, il y a un outil avec FME qui permet évidemment de venir ralentir le temps pour pas toujours justement être en train de cogner à la porte du serveur. Donc, il y a un outil qui est utilisé. Avant de faire un nouvel essai du téléchargement, ben, on va peut-être bien dire, attends 10 secondes, attends 20 secondes, attends 30 secondes. Donc, il y a une manière de venir contrôler ça. Au niveau des défis techniques aussi, donc, c'est utiliser les bons outils. Aussi bizarre que ça puisse paraître, souvent pour accéder à des données qui sont sur un site FTP, même s'il y a un outil qui s'appelle le FTP Caller à l'intérieur de FME, le meilleur outil à utiliser, c'est le HTTP Caller avec une string ou une chaîne de caractères ou une chaîne d'accès spécifique. Donc ça, évidemment, c'est essai-erreur, utiliser les outils, mais c'est un défi technique qu'on a rencontré. Quand on parle de validation, on a fait un petit projet, c'était une petite mini-preuve de concept avec les gens du Port de Montréal, qui eux autres, ce qu'ils voulaient faire finalement, c'était même pas de traiter la donnée, c'était juste que les gens au Port de Montréal avaient un doute sur la disponibilité d'un service web qui était utilisé à l'intérieur de il appelle ça la chambre d'opération, là, donc qui va donner de l'information, exemple, sur les marées, ce genre de choses-là. Donc, des fois, les gens comparaient la donnée et disaient, j'ai comme l'impression de ne pas avoir la donnée qui est à jour. Donc, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a développé un petit processus. Ça a pris peut-être, ça a été une petite preuve de concept, là, ça a pris quelque chose en peut-être 4 heures, là, juste pour développer avec un outil sur FMS Server, donc qui, à toutes les 30 minutes, va s'assurer que le service est up and running et fournit de la donnée qui est correcte. Donc, juste avec ça, on était capable de relever le niveau de confiance des gens qui sont aux opérations, qui font la validation. Donc, on était capable, ça c'est un cas typique dans lequel tout ce qu'on génère avec FME, c'est un rapport qui va leur donner aussi des statistiques en disant le service a été up and running pendant tant de temps, puis il n'était pas disponible à tel autre moment. Donc, les astuces pour FME Server, donc quand on parle de l'implanter dans un environnement serveur, parce qu'évidemment, si on l'implante dans un environnement desktop, ben c'est vous qui allez
lancer le traitement pour aller interagir avec les services web. Si c'est avec FMS Server, ben, habituellement, ce qu'on va faire, ça va être beaucoup plus de façon automatisée. On va mettre une cédule, on va demander à FMS Server d'aller voir, par exemple, à toutes les 30 minutes, à toutes les 15 minutes, selon une cédule prédéfinie, d'aller solliciter le service web. Donc, ça va être bien important de prioriser les tâches qu'on veut aligner. Évidemment, mettre en place le plan de retour en arrière, donc le fameux « qu'est-ce qu'on fait si ça plante ». Dans certains cas, ça va être d'avoir des moteurs dédiés, c'est ce qu'on appelle les fameux FMI Engine. Donc, si votre FMS Server est sollicité par différents autres besoins, donc de faire du téléchargement sur demande, ben c'est de valider encore là. L'accès au service web va vous demander quoi comme capacité. Donc, peut-être avoir des moteurs dédiés. Optimiser les processus. Donc, ça, c'est bien important. Donc, toute la prévalidation qu'on fait nous aide à optimiser le processus. On ne valide pas de la donnée si ce n'est pas nécessaire. Et faire la configuration d'alarme pour informer les bonnes personnes. Donc, évidemment, ça veut, si mon serveur est down ou si les données que j'accède ne sont pas correctes, je ne suis pas sûr que je veux alarmer ou informer le client final. Je veux peut-être même plus informer les gens au TI, les experts en géomatique, pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Les leçons à retenir, évidemment, c'est planifier, communiquer avec les fournisseurs de données en cas de changement et même communiquer avec les fournisseurs de données directement pour comprendre comment ils gèrent cette donnée-là. L'exemple des fichiers XML tantôt, c'est un exemple concret. Notre projet qu'on est en train de faire avec le partenaire aux États-Unis, c'est exactement ça qui s'est passé. En posant plus de questions, on s'est aperçu que à l'intérieur des fichiers zip, il y avait des XML, puis il fallait même aller creuser à l'intérieur du XML pour savoir si les jeux de données avaient changé. Parce que les jeux de données cartographiques, c'est des shapefiles qu'on doit aller accéder. Mais qu'est-ce qui dit que tu vas accéder au shapefile ou pas? C'est la métadonnée qui est dans le XML, qui est dans un fichier zip. Donc là, il faut creuser assez loin pour savoir si on déclenche le processus ou pas. Connaître l'environnement, évidemment, puis être prêt à faire évoluer la procédure. Pour la suite, dans la version courante, dans la nouvelle version de FME 2016 qui vient de sortir, il y a un meilleur support pour les sites FTP. Donc, on va peut-être être capable d'utiliser le FTP Caller pour accéder à des données sur les sites FTP. Il y a un support FTP avec des proxys. Puis, il y a un outil aussi qui est très intéressant, qui est le Attribute Validator, là, pour ceux qui ont participé au World Tour de FME qu'on a fait dans les dernières semaines. Donc, ça a été discuté à ce moment-là, mais c'est un outil qui permet réellement de valider les attributs donc, avec FME. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation. Je vous remercie. J'ai pas mis mes coordonnées à la fin de la présentation parce qu'évidemment, je pense que c'est surtout Patrick chez nous qui a travaillé beaucoup avec les services web. Donc, si vous avez des questions plus techniques ou quoi que ce soit par rapport à à l'utilisation des services web, c'est sûrement à Patrick que je vais vous référer. Merci beaucoup.